L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Bzz les abeilles, cette fois on va parler des haltères cachés dans One for All. C'est donc la première théorie sur My Hero Academia que vous verrez sur cette chaîne. On va parler de chaque haltère dans un ordre qui pourrait paraître aléatoire à la première écoute. Je vous conseille vraiment de regarder plusieurs fois cette vidéo et au moins une fois justement sans les images, juste avec le son. Par rapport à la réaction d'All Might, j'ai une conclusion. Le quatrième haltère du One for All est létal. Et quand je dis ça, je pense qu'il l'est des deux côtés. Non seulement il lui a coûté la vie à cet utilisateur, mais en plus de ça, ce dernier pourrait avoir eu la philosophie de Tony Stark. Sacrifier 15 personnes pour en sauver 2000 plus tard. Est-ce bien? Est-ce mal? Cette question est évidemment celle qui définit la philosophie d'un super-héros. C'est celle qui le différencie des justiciers de Vigilante par exemple. Le quatrième était probablement une personne obsédée par la réponse. Je le vois comme un, Ultron du shonen par exemple. Quelqu'un ayant voulu s'attaquer à la source du problème en sélectionnant ceux qui méritaient de vivre et ceux qui devaient mourir. En quelque sorte, sa philosophie se rapprochait de celle de Light Yagami dans Death Note. Ne supportant pas de voir son mentor dans cet état, Banjiro Daigoro aurait mis fin à la folie de ce dernier en l'arrêtant. Black Wipe est l'haltère le plus apte à arrêter quelqu'un. Ça aurait probablement pu toucher son maître de voir que son disciple le dépasse ainsi. Et il serait mort dans ses bras de son haltère peu de temps après avoir compris ses erreurs et avoir choisi de léguer le One for All. Ce qui me préoccupe, c'est le second haltère, à qui le frère de All for One aurait pu choisir de léguer son rêve. Est-ce que cette personne avait, à ses yeux, tout pour arrêter son frère ? Est-ce donc une question de philosophie comme pour le cinquième et le quatrième, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Si le frère de l'antagoniste principal a vu juste, alors peut-être que le numéro 2 savait exactement quoi faire pour arrêter le criminel. Soit son haltère lui permettait de s'en occuper directement, soit, et c'est ce que je vais choisir, il lui garantissait qu'un jour le crime aurait une chance de tomber. Comme Doctor Strange à la fin d'Infinity War. Vous l'aurez compris, je parle d'un don de vision, d'un don de prémonition. Sir Night Eye pourrait donc avoir été l'un des descendants du second possesseur. Il pourrait lui aussi tout avoir misé sur Izuku, pour la même raison que celui qui l'a fait avant lui, le deuxième du nom. On va les appeler comme les Hokage, ça sera un peu plus simple pour la suite. Le Nidaime aurait donc pu voir en Deku celui qui mènerait One for All vers la victoire finale sur All for One. Ça serait également émouvant que Sir Night Eye soit impliqué indirectement dans la suite de l'histoire. Float et Black Wipe sont clairement montrés et leurs utilisateurs sont identifiables. Ces deux haltères ont un intérêt commun, la mobilité. L'un permet d'améliorer la sienne grâce à la possibilité de flotter dans les airs, à la Dragon Ball, et l'autre, à l'inverse, réduit totalement les mouvements de sa proie. L'un des précédents possesseurs de l'haltère semble être baigné dans les flammes. On dirait une femme, même si l'image est un peu trop petite pour moi. One for All oblige Deku à réduire sa puissance. Il n'arrive pas à s'en servir à fond. Il n'y arrive qu'une seule fois en réalité contre Overhaul. À ce moment-là, la petite Eri peut lui garantir de le remettre sur pied à chaque fracture. Chaque fracture. Elle ne le soigne techniquement pas, mais elle le restaure. Des flammes, une réincarnation par l'héritage de One for All, et une histoire de restauration post-fracture ou blessure. Je sais, vous avez déjà deviné. Oui, je sais ce que vous allez dire aussi. On n'est pas dans One Piece, on n'est pas dans Harry Potter, mais pour moi, l'utilisatrice que l'on voit à ce moment-là possédait un haltère lié au pouvoir du Phénix. Jay! Alors, sa mort n'a été définitivement signée qu'après qu'elle ait décidé de léguer le One for All. Mais elle aurait pu être la 6e utilisatrice. Ou bien la 3e. En réalité, elle peut très bien occuper les deux places pour des tonnes de raisons. Mais je la vois plutôt en tant que 3e. Son pouvoir a été légué pour protéger Yondaime contre la mort, ce qui nous fait encore deux haltères contraires. Mais ça serait quelque chose d'assez beau de voir Deku posséder des haltères similaires à ceux de chaque mentor qu'il a eu.
Float ressemble beaucoup à celui de Gran Torino par la mobilité dans les airs. Black Wipe fait penser aux bandelettes du professeur Eraserhead. Ou tout simplement à sa capacité à réduire à néant les mouvements de sa cible, par son alter, combiné aux bandes. Le Phénix serait directement relié à son stage chez les plus grands utilisateurs du feu, avec en tête bien sûr Endeavor. Et enfin, le don de vision rappellerait ce cher Sir Night Eye. Mais ce n'est pas tout, il nous reste encore 2 ou 3 pouvoirs et un détail troublant sur le 4e que vous pourrez découvrir un peu plus tard. Le 6e, l'utilisateur qui précède Nana Shimura, pour moi, Nidaime est l'utilisateur avec une marque à l'œil, et le Sandaime est donc le Phénix. Le 6e est donc celui qui ressemble à G-Neist. Je n'ai malheureusement pas grand chose à dire sur ce dernier, tout simplement car son pouvoir m'échappe. G-Neist maîtrise les tissus, mais en quoi ce pouvoir serait intéressant dans le développement des power-ups de Deku? Voilà la grande question. Bien sûr, il pourrait couvrir les champs de Black Wipe, mais bon, la place est déjà prise, ou aussi renforcer les tissus, mais avec ma logique sur le Phénix, je pense que je n'ai actuellement aucune place pour lui. Quand je dis les tissus, c'est bien sûr musculaire, hein. Mais bref, si on lève la ressemblance avec le style de G-Neist, il reste encore certains domaines de réflexion. Intangibilité, attraction, absorption et d'autres thèmes assez intéressants. Donc dites-moi en commentaire quel alter vous aimeriez attribuer à Deku. Et profitez-en pour vous abonner et lâcher un petit pouce bleu. Je poursuis donc avec l'alter ou les alters suivants. Toshinori et Deku. Laissons le bénéfice du doute à Toshinori, mais pour Deku, il est pour moi impossible qu'il soit né sans alter. Le Shodaime lui-même en avait un sans que personne ne le sache. Et l'abruti qui est à l'origine de la théorie des alters par les doigts de pied n'est autre que le Darumacho de Galar qui sert de bras droit à All for One. Il est dit par lui en plus au début du manga que certaines personnes naissent sans pouvoir et que c'était visible grâce aux phalanges des doigts de pied. Il existe une théorie disant que chaque humain naissait avec un alter, seulement certains n'étaient pas visibles. Respirer sous l'eau de mer quand on vit dans un pays rempli de lacs sans accès à la mer ou en plein milieu d'un désert, c'est pas forcément évident par exemple. Naître avec le pouvoir de rendre plus puissants d'autres alters ou de leur permettre de se développer plus vite, ça aussi, ça peut passer inaperçu. Si toute la classe A progresse aussi vite et peut-être même un peu la B, c'est peut-être grâce au contact d'Izuku. De toute façon, je vois la fin à peu près comme celle de Naruto quand il donne le chakra de Kyuubi à tout le monde. C'est un peu le pouvoir originel du One for All. Maintenant, mon argument sur pourquoi je pense que Deku ne peut pas naître sans alter aussi. Simplement parce que je trouve assez exagéré le fait qu'All Might lui-même n'en ait pas eu. Je pense que 8 générations c'est quand même pas mal pour laisser à l'espèce humaine le temps de transmettre cette capacité qu'est l'alter à chaque individu. On parle d'une ère assez futuriste. Une ère où les voyages sont plus simples, où la politique internationale semble harmonisée sur la question des super-héros. Ce qui signifie bien sûr que les métissages sont plus accessibles et donc les mutants ont pu s'agrandir au point d'être majoritaires dans la société. Dans ces circonstances et du fait que les 2 parents de Deku ont eu des pouvoirs, je pense qu'il ne peut pas être passé à la trappe. C'est aussi simple que ça. Il a seulement un pouvoir différent de ceux connus. Un pouvoir qui ne nécessite pas d'avoir une phalange supplémentaire. Si All Might en a bien eu un, alors c'est la découverte de ce pouvoir qui lui permettra de survivre à l'héritage du One for All. En parlant de survie, vous vous souvenez qu'un certain Sandaime s'était sacrifié pour permettre au Yondaime de survivre à son alter. Et si l'utilisateur du pouvoir létal était encore en vie? Oui, je pense que le Yondaime a survécu, ou du moins qu'il n'a jamais contacté le Godaime suite à l'incident qui aurait pu le tuer. Je pense qu'après sa mort, le pouvoir du Phénix s'est activé. Pourquoi est-ce que je pense ça? Simplement parce que le One for All, censé transmettre les alters de ses utilisateurs, semble ne plus l'avoir fait depuis cette époque si on suit ma logique. Et d'ailleurs, du coup, ça ferait un truc en mode pouvoir perdu avec les âges, etc. Ça serait intéressant. Mais bref, je tiens aussi à préciser 2 points avant de poursuivre. Premièrement, je n'écris pas le manga, je peux donc me tromper, j'ai le droit de me tromper. Deuxièmement, je peux aussi avoir plusieurs avis différents sur un seul et même sujet. Je peux imaginer 10 000 pouvoirs pour 10 000 ordres différents, genre le Nanadaime aurait pas eu le pouvoir de flotte ou je sais pas quoi, j'en sais rien, mais en gros je peux avoir des avis
multiples et variées sur la question. Ensuite, pour en revenir au Yondaime, il pourrait être le premier à avoir réellement développé les haltères de ses prédécesseurs et être l'une des deux ombres d'utilisateurs qu'on peut apercevoir. S'il a survécu, il est logique qu'il ne se manifeste pas en ombre, la seconde ombre étant bien évidemment celle de Toshinori. Ainsi, Yondaime pourrait nous en apprendre plus sur les 3 premiers utilisateurs et sur ce qu'il a découvert du fonctionnement du One for All après avoir légué son pouvoir. On peut cependant s'attendre à 2 événements. Le premier, c'est qu'on soit face à un nouveau type All Might, un nouveau cas de type All Might, pardon. Un gars en fin de vie qui arrive à tirer sur le pouvoir depuis des années simplement pour se maintenir debout suffisamment longtemps pour rencontrer un utilisateur qui aurait découvert lui aussi le second aspect du One for All et qui serait du coup également au fait de sa survie. Deuxième événement, la mort du Yondaime au cours de cet arc qui pourrait même être un arc très court d'1 à 3 ou 4 semaines si l'action est absente parce que je l'imagine pas comme un type d'arc où il devrait y avoir de l'action. Pour moi c'est un peu un type à la campagne sans problème, un peu comme Marco dans Full Metal Alchemist, mais qui attendrait un élu avant de s'en aller. Les lecteurs et lectrices de Rick Riordan pourraient voir exactement à quelle scène je pense et je fais référence dans la bataille du labyrinthe, mais pour pas spoil, je vais pas dire plus que ça. Cette première vidéo sur My Hero Academia est terminée. Elle reprend bien sûr une théorie ultra connue sur le fait que chaque humain naît obligatoirement avec un alter, mais tout le reste est sorti de mon esprit, trafiqué, et j'espère qu'à défaut de vous convaincre, cette théorie vous aura au moins fait penser différemment sur le sujet. On peut penser que tout ça sort de nulle part, mais je vous invite vraiment à revoir la vidéo plusieurs fois si c'est ce que vous pensez. Je suis persuadé que les pouvoirs suivent tous une règle d'équilibre et feront tous écho à des mentors de Deku. Après, on peut inventer 1000 alters en rapport avec le feu par exemple, mais en ce moment je suis à fond sur les phénix. Peut-être à cause de Tezuka, je sais pas, mais peut-être pas, on s'en fout. En tout cas, je pense que je vais traiter d'autres sujets. Par exemple, je fais partie des fans de la théorie sur Dabi et Indivore. Hawk est probablement devenu mon personnage préféré, et la théorie sur Tsubasa qui serait devenu un Omu me plaît aussi. On verra selon la fiche YouTube analytique de cette vidéo, mais j'ai bien envie de creuser un peu plus sur ce manga. N'oubliez pas la cloche et le sujet du 6e pouvoir en commentaire. Bzz les abeilles, et à très vite. Salut, c'est Natsu de Fairy Tail. Si tu veux rentrer dans la guilde, alors abonne-toi à Killer Bee.